à tous ou rebonjour à tous. Nous voici pour cette deuxième table ronde de la matinée consacrée au sol vivant, les sols, cet autre être vivant. Alors j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Xavier Dubreuc, qui est conseiller technique en culture légumière, Anne Trombini, qui est la directrice générale de Pour une agriculture du vivant, Sébastien Serrault, qui est conseiller technique chez Pomme Évasion, et un producteur de Pomme Évasion, Johan Leteuil. Et enfin, Jérôme Fanet, qui est directeur des achats chez Pomona. Alors, les sols, on commence quand même à entendre cette petite musique, à réentendre cette petite musique, à en entendre parler. Et effectivement, il y a tout un mouvement qui s'organise en agriculture pour réintégrer finalement l'approche des sols dans les écosystèmes. Nourrir les sols pour nourrir la plante et nourrir l'humanité. Et donc, peut-être on va démarrer, on va dire, cette table ronde par, de quoi parle-t-on quand on parle de sol vivant et comment développer une approche agronomique vertueuse basée sur des sols vivants où en est l'état de l'art. Alors, j'ai presque envie de commencer par un producteur et puis ensuite, on remontera le fil. Mais voilà, comment vous, Johan Leteuil, chez Pomme Évasion, vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur et très concrètement, que faites-vous? Donc, bonjour à tous. Alors, la démarche, ça fait 5-6 ans chez nous qu'elle est entamée. Elle s'est accélérée avec l'arrivée chez Pomme Évasion et surtout l'accompagnement qui est proposé avec l'arrivée de Sébastien. Donc, le déclic, moi, c'est quelque chose qui j'ai toujours une sensibilité là-dessus et on ne s'occupait pas de ce qui se passait dessous. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans nos sols et en plus, une de nos problématiques, c'est qu'on est en culture pérenne et on n'a pas de rotation, on peut pas. Tout ça, c'est un problème. Hein. Dans d'autres cultures, on peut faire des rotations. Enfin, on a des leviers que là, nous, on n'a pas. Et une des premières démarches, moi, c'était quand on parlait de l'arrêt du glyphosate et tout ça. J'ai commencé à me dire, demain, il faut qu'on anticipe le coup d'après. Si on ne désherbe plus, comment ça va se passer? L'enherbement, le couvert végétal sous nos sols. Et en même temps, il y avait toute cette approche du sol où, en fait, pour qu'un sol fonctionne, un des grands principes de base, c'est jamais nu et jamais travaillé. Enfin, dans l'absolu, hein, ça, c'est la grande... Et puis de là, on tire la pelote, on tire la ficelle et on avance. Et puis on expérimente, on commence à se dire, bon, tiens, une parcelle comme ça, je vais partir sur cette pratique, je vais plus désherber, je vais plus faire ça, je vais amener du compost, de mes pratiques de fertilisation très classiques, minérales, on va dire, comment je vais concrètement, qu'est-ce que je peux faire différemment, comment. Et puis, on enclenche, alors on fait l'expérimentation. On expérimente à grande échelle. Du coup, on a des petits revers, mais ça fait partie du jeu. Hein, et d'apprendre, de comprendre et de ne pas reculer. C'est le principe de base. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le déclic est venu comme ça. Et puis aujourd'hui, on avance. On sent qu'il y a des choses où il faut accélérer, il faut pousser le curseur. Hein, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment avant la plantation. L'implantation est vraiment importante pour le pommier. Hein. Donc moi, c'est la pomme. Et une fois que c'est en place, c'est beaucoup plus compliqué si la dynamique n'est pas enclenchée. Quoi. On a moins de levier. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on commence à avoir des références techniques solides? Alors peut-être, je vous donne la parole, Xavier Dubreuc. Oui, alors des références techniques, on en a sur la partie légumière depuis peu. La question de la réduction de travail de sol, de l'agriculture de conservation des sols en production légumière, c'est quelque chose qui est très récent, hein, qui date des années 2000 et pas plus. Et donc les références, on commence à avoir des références solides depuis 3 ou 4 ans.
sur un certain nombre de légumes, puisque moi je m'occupe de légumes, après expérimentation, réalisée en centre d'expérimentation, hein, le CTIFL, l'INRA et des stations régionales comme l'Après, le Sudexpé qui travaillent le sujet. Moi de mon côté aussi, petite expérimentation chez les producteurs pour arriver à des résultats qui sont très bons. Dans le cadre du melon, par exemple, mais qui est extrapolable à un ensemble de cultures en ligne, où on peut affirmer aujourd'hui que les itinéraires techniques sont balisés et sécurisés pour obtenir le même niveau de productivité qu'avec les méthodes agricoles classiques. C'est la même chose en pommes? Alors en pommes, on commence à avoir quelques références. Alors, contrairement aux cultures légumières, le temps d'expérimentation est long, parce que si c'est la durée de vie de la parcelle, ça peut être 20 ans. Ce qu'on fait, on multiplie les essais, et comme le disait Johan, on peut parfois avoir des échecs, et parfois on a des signaux encourageants qu'il faut dans ce cas-là pousser. Et on s'appuie aussi beaucoup sur ce qui a été mis en place chez nous, chez des producteurs pionniers, dont on commence à avoir des premiers résultats depuis quelques années. Et les référentiels, il faut se créer un référentiel propre en fait. Donc c'est pour ça qu'on a développé toute une série de mesures d'indicateurs. Et on voit que depuis quelques temps, certains indicateurs évoluent favorablement en lien avec des pratiques mises en place chez certains producteurs. Et ça, c'est encourageant parce que ça permet éventuellement de gommer certains des échecs qu'a pu connaître Johan sur certaines de ces parcelles. Et ça va permettre de mieux accompagner les producteurs du groupe parce que depuis une série d'analyses qu'on a fait cette année, qui est redondante d'une série d'analyses qu'on a fait il y a 4 à 5 ans, on a vu une évolution très importante de certains paramètres du sol dans un laps de temps très court. Donc on attendait ces résultats parce qu'on y croyait, et là on les a eus, donc c'est très encourageant. Alors j'ai très envie de donner la parole à Anne Trombini, du coup, par rapport aux résultats et par rapport aux indicateurs. Justement, comment se mesurent les résultats et puis alors, quels indicateurs peuvent être mis en place? Et puis comment se mesurent les résultats? Ça peut être des résultats quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a différents outils qui existent et je pense qu'il faut utiliser au maximum tous ces outils à disposition. Le premier et le meilleur étant l'observation dans les champs et de voir ce qui se passe, les profils de sol, etc. Après, nous, on a travaillé sur un indicateur qui s'appelle l'indice de régénération, qui a vocation à être vraiment là pour aider les agriculteurs à prendre conscience et à commencer à mesurer ce que disait très bien Sébastien juste avant, mesurer pour comprendre où on en est, est-ce qu'on voit une évolution et derrière vers quoi il faut rediriger les efforts au mieux, et ce dans une approche qui doit être systémique. En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, notamment parce que nous on travaille beaucoup avec les filières, on essaye d'accompagner une transformation en profondeur qui est finalement dans les filières d'imposer des cahiers des charges, d'imposer finalement des méthodes et de laisser finalement les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on est à l'aune finalement d'un changement assez radical de manière de faire, de laisser aux agriculteurs, aux producteurs la capacité de faire des essais et de faire leurs propres choix techniques. Et ça nécessite de mettre en place des indicateurs de résultats sur ces pratiques qui vont leur permettre, eux, de tester des choses, de voir s'il y a une évolution dans le bon sens et de rectifier le tir. Et donc c'est tout l'intérêt de cet outil notamment qui est l'indice de régénération, qui permet aussi de s'appuyer à la base sur des pratiques et que pour l'agriculteur finalement ce soit compréhensible et corrélable au quotidien, qui sont les pratiques mises en œuvre. Donc notamment les pratiques que disait Johan sur la couverture du sol, le travail du sol évidemment, mais aussi tout ce qui va être sur les entrées de carbone, les cycles de l'azote, toute la biodiversité, la réduction des phytosanitaires, et intégrer en fait l'ensemble de ces composantes dans un indicateur global qui permet de mesurer ce progrès tout en voyant la subtilité sur chacun de ces axes. Est-ce qu'il y a d'autres résultats? Par exemple, est-ce que le producteur est heureux ou plus satisfait de voir son écosystème un peu régénéré? Un grand classique, hein, c'est quand on fait un profil et qu'on revoit du ver de terre, c'est gagné, quoi, on est content, quoi. Donc, moi, c'est l'exemple d'une plantation où on a fait des couverts successifs pendant 2-3 ans. On se met à l'automne et au printemps, on enchaînait les couverts. Avant plantation, on amène du carbone, ce qu'on expliquait, il faut amener à manger, quoi. Et puis beaucoup de compost, ça coûte 100 tonnes hectares, et puis derrière on plante. Et 3 ans après, on fait des profils régulièrement, et on est content de voir qu'il y a de l'activité, que ça se passe plutôt bien, le plante, ça pousse,
toutes ces choses-là, quoi. C'est le visuel qui parle après. Alors, une question pour les techniciens que vous êtes. Jusqu'où on peut aller dans cette approche des sols? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, enfin des choses qu'on ne maîtrise pas? Oui, je pense que pour l'instant, on voit le dessus de l'iceberg et dessous, il y a tout ce qu'on n'a pas encore appris et qu'il nous faudra encore beaucoup de temps pour apprendre parce qu'il y a toujours des nouveautés. Des nouveautés au niveau des plantes de service, hein, donc on parlait des couverts végétaux qui sont mis entre les cultures vivrières et donc on utilise des choses de base, mais on imagine bien qu'à l'avenir les plantes de service vont élargir leur service justement avec des couverts qui seront plus assainissants, qui permettront de lutter contre des maladies du sol. C'est déjà largement le cas pour le cas du melon ou de la salade concernant la fusariose. La fusariose du melon, la fusariose de la salade, il y a des couverts qui rendent des services et de ce point de vue, il y aura de toute façon encore un gros travail à faire pour améliorer et pour rendre plus de services aux cultures proprement dites. Même son de cloche, on va dire, en pomiculture? Oui, même son de cloche, il y a encore des questions à résoudre. On ne sait pas jusqu'où on peut aller dans ces pratiques, en enrichissement des sols, en taux de matière organique. La notion d'autofertilité des sols, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Comme disait Xavier, les plantes de service, nous on les utilise soit pour améliorer la santé des sols, comme le fait Johan en faisant se succéder des couverts, soit en les implantant directement entre les rangées de pommiers, avec une double vocation, donc stimuler le sol, nourrir le sol, mettre en place des légumineuses pour apporter de l'azote dans le sol, et aussi stimuler toute la biodiversité qui peut nous rendre service, que ce soit en alimentant des pollinisateurs sauvages, des cirques, des abeilles sauvages, ou en alimentant tout un tas d'insectes qui, dans leur cycle, vont avoir des stades qui vont être prédateurs d'autres insectes qui nous embêtent, par exemple les pucerons. Donc en fait, on sort un peu du sol, qui était l'approche initiale chez certains producteurs de pommes évasion, et en développant des pratiques visant à restaurer la fertilité et la santé des sols, on aboutit à stimuler également la biodiversité. Donc c'est ce que soulignait Anne, c'est une approche vraiment systémique de l'agroécosystème, et on ne peut pas trop dissocier les choses. Un sol en bonne santé avec une biodiversité en mauvaise santé, je pense que ça ne marche pas. Et on voit bien au fond qu'on a une science expérimentale. Comment transmettre toutes ces connaissances, tous ces indices, cette façon finalement de voir les choses? Comment bien le transmettre, Xavier Dubruck? Pour le transmettre, d'abord, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et donc là, on peut dire qu'en une dizaine d'années de travail du réseau MSV, de PADV, etc., on arrive aujourd'hui et puis le travail des centres expérimentaux, on arrive maintenant à avoir établi un certain nombre de règles qui seront peut-être encore un peu mouvantes, mais de manière générale, on commence à avoir une feuille de route qui va bien pour pouvoir dire à un agriculteur droit dans ses bottes, si tu suis cet itinéraire avec toutes les précautions qui vont avec, tu auras des résultats qui seront bons. Donc ça, c'est une première chose. Dès lors qu'on arrive à ça, pour le transmettre, il y a différents étages, différents niveaux de transmission. Il y a la transmission à l'agriculteur, au niveau du conseil direct et privé, ou pas privé d'ailleurs. Et ensuite, il y a aussi la transmission auprès d'autres techniciens qui auront été sensibilisés un petit peu plus tard, mais qui veulent aller vite et pouvoir développer ces techniques. Et puis, il y a l'enseignement agricole qui n'est pas de reste, puisque l'enseignement agricole est déjà bien tourné vers la conservation des sols de manière théorique, chose que nous, sur le terrain, on y met la pratique pour rendre les techniques réalistes et rentables. Et Anne Trombini, au sein même de votre mouvement, est-ce qu'il y a un effet boule de neige? Alors, il n'y a pas encore un effet boule de neige. L'objectif, c'est d'y travailler justement en créant les conditions de cet effet-là. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Xavier, c'est fondamental, c'est la formation des techniciens. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont compétents sur ces sujets-là, qui font de l'innovation. Donc, ça nécessite d'aller chercher ces connaissances, aussi de les confirmer par la science. Et je pense que et ça, c'est aussi un point très important, c'est qu'aujourd'hui, l'expérimentation, le travail de recherche se fait beaucoup sur les fermes, par quelques acteurs. La science est un peu loin encore de tout ça. Et donc il y a un vrai travail aussi d'aller rapprocher la recherche sur ces fermes pour aller démontrer les bénéfices. Et ça va permettre d'enclencher un mouvement justement de boule de neige parce que tout le monde va s'y intéresser.
et derrière capitaliser ces connaissances, les rendre accessibles et former les techniciens. Donc le travail, il est monumental, c'est un travail d'interconnexion des acteurs, de mise en relation, d'identification de ceux qui font des choses et de capitalisation de ces connaissances et de leur diffusion derrière en réseau. Donc le digital, heureusement, est un formidable outil pour ça, pour faciliter ces interconnexions, pour capitaliser et diffuser. Nous, on travaille sur ces 12 outils. Sur notre plateforme agroécologie.org, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition du plus grand nombre. Mais on n'est qu'au début. Et comme je disais, il y a très peu d'acteurs qui font des choses. Donc là, l'essentiel, c'est aussi d'arriver à convaincre tous les nouveaux, tous les débutants, de s'intéresser à ces sujets-là pour s'y mettre et participer à cet effort d'expérimentation. Et c'est là qu'on va avoir besoin des filières et aussi de l'évolution du modèle économique pour intéresser tout le monde à ce sujet-là et en faire quelque chose de viable. Alors, avant de laisser la parole à Jérôme Fanet et de parler justement d'une démarche filière, je voulais juste une petite question par rapport à l'agriculture bio. Agriculture bio et sol, où en est-on? Alors, chez Pomme Évasion, il y a beaucoup de bio. Oui, chez Pomme Évasion, on a à peu près 1000 hectares de vergers, on a un peu plus de 200 hectares en production biologique. Et en fait, on ne fait pas de différence, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est transversal, c'est-à-dire que la structure des sols, la bonne santé des sols, c'est aussi important en production biologique qu'en production conventionnelle. Toutes les pratiques que l'on met en place dans les vergers, elles sont mises en place en agriculture biologique et en conventionnelle. Donc en fait, le sol, c'est un socle de base qui s'intéresse à toutes les productions végétales, tous les modes de production, agriculture biologique, agriculture conventionnelle ou autre. Et c'est pour ça aussi que quand on évoquait la formation, ce genre de choses, nous, pour acculturer les producteurs et puis même nous en interne, pour bien comprendre les mécanismes entre les sols, les plantes et la biodiversité, on fait appel à des spécialistes de tout horizon. Un pédologue qui est capable de diagnostiquer un bon état des sols en grande culture, il sera capable de le faire si on le convie à venir dans nos vergers. Donc voilà, on s'ouvre aussi à toutes les pratiques qui sont faites dans les autres systèmes de production végétale. Voilà, donc on élargit le champ, on sort vraiment de l'arboriculture. Il faut qu'on apprenne à semer, donc on regarde ce qui se fait en grande culture et on en revient à l'approche systémique. Okay. Alors, Anne Trombini, vous avez parlé donc de filière. Alors là, je me tourne vers Jérôme Fanet directement. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, tout le monde n'est pas au courant, j'imagine, dans la salle. On en est là aussi à quelque chose de régénérant ou régénératif. Vous avez décidé de mettre en place une démarche de filière autour de cette approche-là, autour de ce mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Enfin, déjà, depuis quand? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Nous avons rejoint le mouvement PADV il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, justement, ce qui nous a décidé à rentrer chez PADV, c'était ce travail de pouvoir travailler en filière, d'être interconnecté entre la production, les techniciens, les financeurs, et puis nous, les représentants de Laval. Et donc, on a pu concrétiser, je vais donner un exemple, sur le projet sur la culture d'industrie sur sol vivant. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la pomme de terre, pour laquelle il y avait aujourd'hui quasiment pas de technique de production sur sol vivant. Et justement, ce projet qui était mené par PADV, avec tout un collectif d'acteurs, nous a permis d'engager, nous, pour ce qui nous concerne, un certain nombre de producteurs de pommes de terre dans cette démarche. On a participé au financement avec aussi le travail de PADV on expérimente des techniques de production sur sol vivant, donc les producteurs. Et on commence à avoir les premiers résultats. Donc ça fait plaisir après maintenant 2 récoltes qu'on voit qu'on commence. Quels sont-ils les premiers résultats? C'est des pommes de terre, donc des pommes de terre qui ont été récoltées et cultivées sur sol vivant et qu'on commercialise, qu'on a commencé à commercialiser auprès de nos clients. Donc aujourd'hui à petite échelle, mais là on espère la prochaine récolte. Tout type de clients ou Alors nous, on s'est surtout focalisé sur nos clients de la restauration, donc restauration collective, restauration commerciale. Aujourd'hui,
c'est une pomme de terre. Là, et je dirais, on a plutôt choisi ces clients-là parce qu'il y a un aspect esthétique qui est, voilà, qui est un peu moins propre qu'une pomme de terre traditionnelle. Mais je dirais qu'il faut l'expliquer aux clients. Donc la pomme de terre est un peu plus terne, un petit peu plus grisâtre, mais ça n'affecte en rien le rendement et l'utilisation que peut en faire le client. Donc on va dire que c'est un peu moins gênant pour un restaurateur parce que voilà, l'aspect cosmétique, c'est pas aussi important que pour le consommateur quand il doit acheter en magasin. Mais je dirais que notre rôle, ça va être aussi de faire cette explication, de faire cette pédagogie auprès du consommateur pour lui dire, ben, voilà, ta pomme de terre, c'est pas très grave, elle est un petit peu moins brillante, mais tu vas pouvoir en faire la même chose derrière, et elle a été cultivée sur sol vivant avec des pratiques plus vertueuses et plus durables. Alors là, vous posez toute la question, effectivement. Voilà, c'est que quelle est la meilleure façon finalement de le véhiculer jusqu'au consommateur? À quel moment aussi une reconnaissance serait utile? Alors, on a beaucoup débattu hier, il y a eu beaucoup de tables rondes, et il semblait que voilà, on a déjà pas mal de labels, et que peut-être il faut inventer autre chose. Voilà, comment en tout cas cette reconnaissance à un moment d'une démarche de filière peut se faire, selon vous? Alors ça, voilà, c'est un enjeu important. Je pense que les aspects notamment qui tournent autour de l'indice de régénération, on parlait tout à l'heure des preuves, il faut qu'on puisse apporter des preuves aux consommateurs. Ça, c'est important parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même l'enjeu de la valorisation derrière. Et le client ou le consommateur final, il n'accepte de payer plus qu'à partir du moment où il sait pourquoi il paye plus. Et il est capable, voilà, si... il sait que c'était cultivé d'une façon différente, on va pouvoir le valoriser auprès du client. Donc là, c'est effectivement un des enjeux. Alors faire un label de plus, pas forcément, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais on essaye, et ça, c'est peut-être Anne peut un peu plus en parler, au travers de l'indice de régénération, peut-être le pont avec le Planet Score, ça peut être un des moyens de le valoriser et de faire reconnaître la démarche auprès du client final. Est-ce que le Planet Score peut être le bon outil? On pense que oui. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va essayer de sortir d'un peu de l'approche binaire habituelle, prix, coût, et labellisation, puisqu'on le voyait bien, en effet, dans les discussions d'hier, il y a un léger ras-le-bol de tout ça. Et d'ailleurs aussi pour rebondir sur la question du bio, aujourd'hui on a beaucoup travaillé avec les institutionnels de la bio aussi pour se mettre enfin d'accord sur le fait que l'agroécologie c'est pas un label parce que c'est pas un état figé, c'est une transition. Donc quelque part aujourd'hui mettre un label sur ce principe agroécologique n'aurait pas de sens puisque ça doit rester vivant, ça doit évoluer dans le temps, ça doit être une démarche de progrès et c'est ça qu'il va falloir valoriser. Et donc de fait, ça nécessite un changement finalement d'approche aussi dans les filières. Et c'est ça que nous accompagnons, qu'on accompagne notamment avec des acteurs comme Pona, où l'idée c'est de remettre tout le monde autour de la table et essayer de retravailler le sujet en globalité. Donc on va commencer par retravailler le sujet du modèle économique, en regardant qu'est-ce qui se passe au niveau des coûts de la production, mais en regardant aussi ce qui va se passer en termes de projection justement, d'évolution dans le temps et de modèle économique en termes de recettes. Et ce qu'on commence à apercevoir, c'est que finalement, tout l'enjeu, il est d'aller élargir le champ des discussions au-delà même de la filière et de la chaîne de valeur à l'ensemble des parties prenantes autour de l'agriculture. C'est-à-dire dans les territoires aussi. Les territoires, l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées, parce qu'en fait, l'agroécologie, c'est un produit et c'est des services. Et c'est toute cette notion de service qu'il va falloir aller rechercher, au-delà juste du carbone, mais de manière globale, sur les paysages, sur l'économie du territoire, sur le nettoyage des routes, si on est très pragmatique. Et comment on peut faire en fait pour aller recréer cette valeur en repensant en fait un nouveau projet agricole avec l'ensemble des parties prenantes et en repensant ce modèle économique avec l'ensemble de ces acteurs. Et donc intéresser les pouvoirs publics aussi sur ces Exactement. Sur ces L'idée, enjeux-là. c'est de rentrer vraiment dans cette logique de coalition. Ce qui ne doit pas évidemment déresponsabiliser la filière en tant que telle, et le consommateur est une de ces parties prenantes. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'aller construire ça en s'appuyant sur des socles communs, des indicateurs communs, et c'est là où le sujet des indicateurs de mesure il est fondamental. Sinon, on est sur du greenwashing ou des allégations sans preuve. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à sortir finalement de ces indicateurs scientifiques
des éléments de preuve qui vont permettre d'aller objectiver ces services et construire une nouvelle valeur avec l'ensemble des parties prenantes. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet pilote? Est-ce que sur le projet Pommes de terre, par exemple, est-ce qu'on arrive à avoir cet écosystème-là? On est dessus. En fait, on a commencé par le travail de modélisation économique qui, là, on a les premiers résultats. Donc, on est allé voir des pionniers, on a étudié, on a regardé, on a posé des chiffres. Et tout l'enjeu aujourd'hui, donc on a déjà un projet avec une vingtaine de partenaires, plutôt économique. On a rencontré l'agence de l'eau, qui est concernée sur les territoires. Et l'idée, c'est d'aller élargir avec les coopératives qui sont partenaires et les négoces, justement aux collectivités, aux régions, et de discuter tous ensemble. Il nous reste à peu près un peu plus d'1 an de projet pour construire ça avec eux et voir ce qu'on peut en sortir en termes de réflexion. Et vous, à votre échelle, sur le projet Pommes de terre, alors on est un peu frustrés parce qu'effectivement, c'est le démarrage et que, voilà, comme tout projet, ça se met en place. Quelles sont les attentes comment dire, est-ce que vous avez déjà une partie pilote, on va dire, où vous avez quelque chose de très positif, en tout cas pour la suite, qui annonce qu'on peut vraiment ouvrir d'autres filières? Oui, aujourd'hui, voilà, on voit que c'est pas le plus simple, hein, la pomme de terre. On voit aujourd'hui que ça fonctionne. Et donc, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait d'autres producteurs qui se lancent dans l'aventure. Après, on a d'autres, effectivement, d'autres filières. Xavier, tout à l'heure, parlait de la salade, parlait du melon. On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières, voilà, qui se lancent et qu'on va pouvoir développer. Nous, on incite nos producteurs à s'engager dans ces démarches. On les met en lien avec PADV ou avec les techniciens. Et aujourd'hui, voilà, il y a d'autres produits. La pomme, Pomme Évasion, l'un de nos partenaires, a démontré que ça fonctionnait sur la pomme. Donc, l'ensemble de l'arboriculture, il y a des choses aussi à développer qui sont en train d'émerger sur l'arboriculture. Donc oui, c'est en train de se développer sur d'autres filières et on essaye, nous, à notre échelle, de contribuer à ça et d'inciter nos producteurs à s'engager dans ces démarches, à les mettre en lien avec les pionniers qui ont ouvert la voie. Tout à l'heure, on parlait de satisfaction du producteur. Qu'est-ce que ça a transformé dans votre entreprise? Est-ce que les collaborateurs, sont plus impliqués sur des projets comme celui-là? Je dirais que pour nos collaborateurs, ça apporte encore davantage de sens à leur métier. Et surtout, voilà, nos collaborateurs qui font du sourcing, qui font de l'achat, je dirais qu'ils sont un peu passés de sourceurs, d'acheteurs, à être aussi acteurs. Voilà, ils sont acteurs, ils portent un projet, ils sont engagés dans la démarche, ils ont été formés par les équipes de PADV. Ça enrichit leur connaissance en agronomie. Et aujourd'hui, dans tous les contacts qu'ils peuvent avoir avec les producteurs, justement, ils essayent de porter ce projet, d'expliquer, parce que là c'est eux qui expliquent, soit tout seul, soit des fois en appui avec des techniciens. Ils vont expliquer à nos producteurs ce que c'est, les premiers résultats qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que ça apporte davantage de sens à leur métier et quelque part ils sont acteurs d'une évolution du modèle agricole. Donc ça prend du temps, on sait qu'on est sur du temps long, et avec les producteurs, il y a des réticences, c'est normal. Certains, ce qui fait plaisir, c'est de voir que certains franchissent le pas et décident de se lancer et de s'engager. Et à chaque fois que, c'est toujours des échanges passionnants et passionnés avec les producteurs, avec les techniciens. Et à chaque fois que quelqu'un s'engage, quelque part, c'est une victoire. Et pour nous, pour le collaborateur qui s'occupe du produit, c'est une satisfaction de voir qu'un producteur s'engage dans la démarche parce qu'il y a contribué. De votre point de vue, à vous entendre tous, est-ce qu'on est à l'aune d'une révolution, on va dire, ou est-ce qu'autour de ce mouvement-là, en tout cas, on change un petit peu le curseur, effectivement, de cette approche coût-prix, ou est-ce que c'est encore un peu lent à se mettre en place? À
à quel pas de temps on va pouvoir mesurer, on va dire, l'effet accompli? Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est du temps long et il va falloir encore des années. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais ce qu'on peut quand même percevoir, enfin, moi, pour ma part et pour notre niveau, on sent quand même que tout le monde, il y a une prise de conscience de beaucoup d'acteurs, voilà, qu'on est quand même au bout d'un cycle en termes de production et qu'il faut évoluer. Et que finalement, cette thématique du sol, c'est une thématique qui est commune pour tout le monde. Finalement, le sol, c'est un bien commun et qui est commune à tous les modèles d'agriculture, que ce soit l'arboriculture, que ce soit les grandes cultures, que ce soit le conventionnel et le bio. Et que finalement, voilà, c'est un élément de travail intéressant, mais que ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même, oui, cette contrainte économique, ce besoin de valorisation, et il faut qu'on construise, et c'est aussi l'intérêt de travailler avec PADV, de construire des modèles, d'essayer de construire ensemble des modèles économiques. Et nous, Pomona Terre Azur, voilà, on sait qu'on a aussi notre rôle à jouer avec nos producteurs, mais aussi avec nos clients, pour aussi faire évoluer les mentalités, mais c'est vraiment du temps très long. Voilà. Xavier Dubreuc, sur cette question, est-ce qu'on est à l'aune d'une révolution? Vous avez dit donc c'est depuis 2000, donc c'est vrai, donc c'est vraiment récent, mais vous, en tout cas, en tant que technicien qui voyait un certain nombre de producteurs, voilà, est-ce qu'on arrive à une espèce de phase de maturité avant de passer à plus grande échelle? La question, selon moi, c'est une question de motif de l'action. Être motivé, c'est avoir envie de faire quelque chose parce qu'il y a un résultat au bout. Et donc, dans le cadre de l'agroécologie, en ce qui me concerne en légumes, le développement se fera plus facilement si il permet de régler des problématiques. Ces problématiques, ça peut être des difficultés de s'approvisionner en termes d'intrants, que ce soit en termes de disponibilité ou de prix. Et donc là, l'agroécologie, sur certains points, peut apporter des solutions. Et là, le producteur, il est convaincu tout de suite de la nécessité de faire évoluer les systèmes. Donc pour moi, c'est la base. J'ai des clients qui suivent mes travaux depuis longtemps et qui, pour l'instant, ne changent pas leur pratique, mais qui me disent, on surveille de très près ce que tu fais, et lorsque ça réglera des problématiques qui sont pour nous des impasses en termes de production, et ben là, on ira. On revient toujours à cette question de la valeur au cœur, quoi. On va laisser la parole à la salle très attentive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a vraiment un temps qui est prévu pour ça. Ah, impeccable. Je m'appelle Gérard Reynal, je suis élu à l'agriculture à la mairie de Perpignan. Donc, nous sommes très intéressés par le sol vivant, autant vous le dire. Vous avez parlé d'agriculture vertueuse. Vous avez parlé de filières, vous avez parlé d'engrais naturels. Mais si je ne me trompe pas, à aucun moment vous n'avez parlé de goût. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y a eu des comparatifs entre l'agriculture traditionnelle, l'agriculture sur sol vivant et l'agriculture bio en matière de goût. Parce que c'est bien beau de créer des filières, mais il faut qu'à l'autre bout, le consommateur soit heureux. Est-ce qu'on a pu démontrer qu'il y a un lien entre le goût et la façon dont on travaille le sol? Alors, sur le goût, non, parce que c'est extrêmement compliqué à démontrer, parce que c'est extrêmement subjectif. Et je crois que d'ailleurs l'agriculture biologique a essayé beaucoup de choses là-dessus sans jamais pouvoir le démontrer. En revanche, nous, on a lancé une thèse en septembre, donc ça va durer 3 ans, sur le blé, donc c'est pas les fruits et légumes, mais pour démontrer la qualité nutritionnelle et sanitaire. Donc c'est une autre approche pour démontrer finalement une même chose, parce que c'est vrai qu'on est parti du postulat des pionniers, notamment en maraîchage sur sol vivant, qui disent tous, et moi-même j'ai goûté, et on voit une différence. Et c'est vrai que les légumes ont vraiment une valeur ajoutée supplémentaire en termes de goût. Et donc l'idée, c'était d'essayer de le démontrer au niveau de la qualité nutritionnelle et sanitaire. Donc on espère être conclusif, et à notre connaissance, aux États-Unis, ils ont lancé la même thèse en même temps.
Donc ce sera intéressant aussi de comparer. On va déjà comparer les protocoles et regarder les résultats aussi. Sans concertation? Sans concertation, non, en même temps. Pas cette fois-ci. À 2 mois près. Non, c'est plus une remarque, ou des remarques que des questions. On est aussi engagé dans la démarche avec nos amis de Pomme et Évasion et participants et membres de PADV. Ce qu'on voit, il y a plusieurs remarques. D'abord, au niveau de la mise en pratique, ce qu'on s'est aperçu, c'est difficile pour sur les vergers en place de mettre en place certaines pratiques qui sont développées dans les autres productions. Notamment les apports de matière organique dans les vergers en place, c'est compliqué, mais on travaille dessus. Et c'est là que c'est très important d'avoir des échanges pour trouver des solutions, des astuces. On voit aussi, et ça a été dit, que c'est très important de pouvoir partager entre filières cette démarche de progrès, les questionnements et trouver les voies de progrès. Et ça m'amène à notre réflexion, c'est celle de la formation. On est dans des filières qui ont été appauvries complètement sur le côté formation. En Arbaud, dans plein de bassins de production, il n'y a plus de formation. Et tout l'intérêt de cette approche, c'est la vision systémique, de l'intelligence du métier. Et je pense que le progrès, il va passer par réinvestissement total de la formation des futurs agriculteurs et de ceux qui les accompagnent. Est-ce que c'est aux entreprises comme la vôtre, à un moment donné, toquer à la porte des écoles de formation d'agronomie? C'est aux entreprises, c'est à tout le monde, ça interroge aussi les politiques et les citoyens. Qu'est-ce qu'on veut, quel projet on veut pour notre agriculture et forcément, cette agriculture du vivant, elle doit être au cœur du projet, beaucoup plus que des réponses aujourd'hui qui émergent sur le plan politique. On a une solution, mais on est clair, un cahier des charges, ainsi de suite. Là, on est vraiment dans l'intelligence d'un écosystème, mais c'est forcément beaucoup plus complexe. Ça challenge aussi des solutions qui nous paraissaient bonnes hier. On a dit il faut économiser l'eau, donc on a mis que du goutte à goutte. Aujourd'hui, on voit que le goutte à goutte, mais si on veut un sol vivant, il faut aussi irriguer la vie du sol dans l'interrang. Et voilà. Et aujourd'hui, on a la même problématique derrière le goutte à goutte. Comment on se protège pour avoir des vergers plus résilients par rapport aux coups de canicule ou par rapport aux coups de gel. Voilà. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'être dans cette approche systémique, quoi. Et l'agriculture du vivant, c'est vraiment une très bonne définition. Sur cette question de la formation, Xavier Dubreuc, je sais que ça vous tient à cœur. Vous avez parlé tout à l'heure il faut former les techniciens, certes. Comment des personnalités telles que la vôtre, ou comment on peut s'organiser pour effectivement insuffler cette dynamique dans les écoles, puisque les techniciens, une fois sortis, ils ont le bagage de départ, mais comment remonter un petit peu la chaîne? Ça, c'est une question d'éducation nationale, du coup, et dans les programmes, l'agroécologie fait déjà largement partie des programmes, et en fait, il ne manque pas grand-chose, ou peut-être qu'il manque déjà rien du tout. Simplement, c'est la mise en pratique qui est le verrou le plus important pour la transmission à l'agriculteur, pour qu'il adapte ses pratiques, pour qu'elles deviennent plus agroécologiques. Parce qu'on ne peut pas dire « je suis agroécologique ». Dès qu'on fait quelque chose, on a un impact. Et donc, c'est d'avoir des pratiques plus agroécologiques. Donc, au niveau de la formation, je pense que les ingénieurs qui sortent aujourd'hui ou les BTS sont déjà très très bien au courant des leviers. Et il reste surtout une transmission aux agriculteurs, donc par les techniciens. Donc c'est certainement les techniciens qui sont au cœur du nouveau modèle agricole à transformer. Anne Trombini? J'ajoute juste un complément, puisque c'est un point très important sur la transmission à l'agriculteur. En fait, il y a un sujet de formation technique, mais il y a aussi un sujet de formation de posture. Et c'est un vrai gros chantier, notamment pour les techniciens déjà en métier, de se transformer finalement en techniciens prescripteurs et devenir des techniciens animateurs qui vont laisser toute la place à l'agriculteur aussi dans ce débat technique, dans ces échanges et dans cette co-construction. Et ça ressort systématiquement, c'est fondamental, c'est des logiques de groupe. Et le technicien, du coup, fait évoluer son métier. Et ça, c'est pas forcément très simple. Donc il y a des formations spécialisées. Nous, on travaille par exemple avec Tram, qui organise ces formations-là. Et c'est extrêmement important.
changer vraiment la logique, quoi. L'agriculteur au cœur, et c'est lui qui quelque part maîtrise, mais ensuite on partage et on fait évoluer la connaissance comme ça. Marianne Nodin, Oui. Lidl. Je pense que ce que dit Anne Trombini est très vrai. En fait, finalement, c'est pas tellement une question de formation, mais c'est de reconnexion des agriculteurs entre eux, parce que il y a déjà beaucoup de pionniers qui font des choses très bien, et ce qui va marcher le mieux finalement, c'est qu'ils les montrent aux voisins, et c'est comme ça qu'on va réussir à diffuser. Je sais que PADV, vous travaillez beaucoup sur ce sujet-là. Je peux raconter une anecdote, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais dans le cadre de la thèse qu'on a lancée, on a organisé des couples, en fait des couples d'agriculteurs, pour aller comparer finalement un agriculteur très avancé sur ses sols et un autre débutant. Et en fait, ça a un effet assez magique, parce qu'en fait on a organisé des diagnostics en binôme entre l'agriculteur et son voisin, l'avancé et son voisin débutant. Et du coup, il y a tous les débutants qui, du coup, ça a généré des échanges techniques hyper fructueux. D'ailleurs, de manière non binaire, l'un d'entre eux m'a dit, qui est du coup relativement conventionnel, qui a dit finalement, le seul truc que mon voisin super bon ne fait pas, c'est ce que moi je fais. Et donc même là, c'est ça qui est hyper positif en fait et intéressant dans la démarche, c'est de se nourrir les uns des autres, même quand on est débutant. Finalement, il y a des trucs peut-être qu'on a explorés sur de la biodiversité que l'autre n'a pas fait forcément. Et derrière, ça enclenche une prise de conscience. Donc tous ces débutants, ils sont en train de se dire « Ah bon, je vais quand même m'y intéresser, je vais regarder ce que je peux faire. » Et d'autant plus si dans 3 ans, on m'a démontré que la vertu pour mes plantes et pour le produit final est meilleure, dans 3 ans, j'y vais sûr. Et en attendant, je vais commencer à me former. Qu'est-ce qu'il faut au fond pour qu'il y ait cet effet boule de neige? Puisque vous avez dit on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut un mouvement de fond, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir finalement arriver, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience élargie, et que plus il y aura d'acteurs qui passeront le cap de commencer, plus finalement chacun va se sentir sécurisé dans sa prise de risque, parce que ça va être une prise de risque partagée. Donc nous, on voit vraiment à notre échelle, qui reste une petite échelle, cet effet boule de neige, puisqu'on va avoir par exemple 3 acheteurs différents qui vont parler à la même coopérative pour lui proposer la démarche. La première, ils y vont pas. La deuxième, ils se posent des questions. La troisième demande, ils commencent à se dire bon, ça a l'air intéressant, on va peut-être creuser. Et donc ça, c'est fondamental. Et donc ça se passe sur le terrain entre les agriculteurs, ça se passe dans les filières et entre les filières. Et clairement, ce qui sera décisif et qui manque fondamentalement aujourd'hui, c'est un projet agricole national ambitieux, une vision pour la France et pour son projet agricole, qui va aller dans ce même sens que finalement tout l'écosystème attend aujourd'hui, et qui va permettre d'impulser et de venir sécuriser justement au niveau des politiques publiques la prise de risque, l'amorçage des acteurs et faciliter ces transferts de connaissances. Donc ça, c'est ce qui manque et qui est fondamental aujourd'hui. Alors on espère que ça va venir, oui, ça vient avec la nouvelle mandature. Et il y a des propositions très concrètes qui émergent du terrain. Donc voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui, et je pense qu'il peut faire l'effet de bascule. Donc moi, je suis Célia Dairo, je travaille au Civam Bio 66. En fait, c'était juste un petit témoignage que je voulais faire, parce qu'on travaille un petit peu avec Xavier Dubruck. Donc nous, en fait, on est basé à Perpignan. On travaille on a un projet sur le sol vivant depuis 2018, et on travaille en maraîchage. Moi, je suis responsable maraîchage au Civam Bio. On travaille avec plusieurs stations dans le cadre d'un projet. On travaille avec la SICA Centrex et Sudexpé, que tu as cité, Xavier, sur un projet qui s'appelle Sovimed, sol vivant méditerranéen. Et donc nous, on est dédié vraiment sur des expérimentations en maraîchage sous abri. Et on a travaillé depuis 2018 sur plusieurs cultures en fait, en hiver et en été, avec des comparaisons d'un tunnel travaillé, donc en agriculture classique, on va dire, travail du sol, et un tunnel non travaillé qu'on a dédié au projet donc, depuis 2018. Et voilà, on a quand même, c'est vrai, des résultats vraiment intéressants. Là encore, récemment, on a fait une étude de vers de terre, et on a vu qu'on avait plus de vers de terre dans le tunnel non travaillé par rapport au tunnel travaillé. Et on a des rendements quasiment équivalents pour les cultures d'été, en tout cas depuis 2-3 ans. Donc cette année, on continue encore avec la courgette. On essaye de voir ce que ça peut donner. Et on fait des visites. Donc en fin de projet, en général, on fait intervenir Xavier notamment, ou d'autres spécialistes aussi, pour nos essais. Et voilà, on essaie de continuer le projet là sur plusieurs années. On va voir ce que ça donne, parce que 3 ans, c'est pas suffisant finalement. Et ce que je trouvais intéressant de rappeler aussi quand même, c'est que nous, il nous manque, la partie qui nous manque un petit peu, c'est les apports de matière organique. C'est vraiment important, je pense, pour créer un sol vivant. Nous, on ne l'a pas forcément fait, et là, on va le faire maintenant. On va essayer de faire des apports plus réguliers.
Et voilà, je pense que pour augmenter la vie du sol et augmenter les pourcentages de matière organique, c'est vraiment important pour un sol vivant. Voilà, merci. Merci. Un commentaire? Un commentaire? Oui, on peut faire un commentaire tout de suite à adresser aux maraîchers sous abri. C'est que les sols vivants se mettent en route sous abri très rapidement, plus rapidement qu'en plein champ et de manière beaucoup plus sécure. Donc ça, c'est ce qu'on remarque depuis quelques années. Les travaux de Célia l'ont montré que dès la première année, sans transition aucune, c'est-à-dire après une culture sur sol travaillé, on fait une culture sur sol non travaillé et les résultats sont déjà très bons. Avec des petites adaptations, etc., pour ne pas perdre en rendement, mais on a compris ce qu'il fallait faire. Donc c'est simple, c'est une équation qui est très simple. Et donc les résultats sous abri sont très bons tout de suite. Et donc je rebondis aussi sur l'histoire des vers de terre. On les aime bien les vers de terre parce que c'est facile pour mesurer la vie du sol. De mon côté, les tests que je fais depuis pas mal de temps sont dans des sols qui sont très défavorables aux vers de terre à cause des taux de cuivre qui sont trop élevés. Et pourtant, je fais de la culture sur sol vivant. Et je n'apporte pas de matière organique. Alors bien sûr, sur le principe, il faut apporter de la matière organique, mais j'attire l'attention sur le fait qu'on peut faire du maraîchage sur sol vivant sans apport extérieur, même si c'est souhaitable d'en faire. Oui, un commentaire? Comme je le disais tout à l'heure, nous, dans un verger, on a eu des résultats assez probants depuis 4 ans. Donc c'était juste pour en donner un petit peu le détail. C'est un producteur qui, depuis 7-8 ans maintenant, ne désherbe plus ses rangs de pommiers. Il pratique aussi des apports de matière organique, donc soit localisés sur les parcelles qui sont déjà en verger, soit au préalable à des projets de plantation. Et sur l'ensemble des producteurs de pommes évasion, on a réalisé il y a 4-5 ans toute une série d'analyses dans tous les vergers. Donc on a une base de données avec plus de 120 ou 130 analyses de sol, très poussées, puisqu'on mesure des paramètres du sol tels que les différentes fractions de la matière organique, la biomasse microbienne. Et chez ce producteur, donc au bout de 4 ans, on est arrivé au retour où il devait refaire des analyses en 2021. Et en 4 ans, ce producteur a gagné 0,7% de matière organique, en taux de matière organique des sols, ce qui est considérable sur un laps de temps aussi court. Il a gagné à peu près 25% de capacité d'échange cationique. Donc ça représente le frigo avec les éléments nutritifs qui sont à disposition de la vie du sol et des plantes. Et il a gagné à peu près 30% de biomasse microbienne. Voilà. Donc c'était pour présenter quelques résultats qui, en un laps de temps très court, peuvent évoluer très favorablement. Et ça va donner... Ça va remettre le pied à l'étrier de l'ensemble des producteurs de pommes évasion parce qu'on attendait ces résultats pour en briller encore plus fort sur toutes ces pratiques de régénération des sols. Et ça, cet exemple, ça va nous permettre d'avancer plus fort sur ces pratiques de réapport de matière organique, ce genre de choses. Simplement, on va avoir des gros problèmes en matière d'irrigation dans l'avenir. J'aurais voulu savoir si vous avez des chiffres ou des essais ont été faits pour voir la différence entre l'agriculture traditionnelle et les besoins en eau en sol vivant. Oui, Xavier. Oui, bien sûr que oui. Le sol vivant permet une meilleure capillarité de l'eau du sol, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc ça, c'est un peu de la théorie, mais qui a été largement confirmée depuis longtemps, puisque l'agriculture de conservation des sols a 70 ou 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Et donc, c'est des choses qu'on sait sur le plan théorique. Là, moi, le recul que j'ai au niveau du melon, sur une quinzaine d'années maintenant de réduction forte de travail de sol, c'est une vraie réduction de la quantité d'eau apportée, de l'ordre de 30%. Mais je crois que les producteurs de maïs disent pareil. Ce qu'on observe, c'est que l'enracinement, il est plus profond. Donc ça, c'est une chose. En gros, le labour provoque des semelles qui gênent la pénétration des racines et qui gênent aussi la remontée de l'eau du sous-sol vers le sol. Et donc, on remarque clairement, avec l'utilisation des tensiomètres, qu'au bout d'un certain temps, les tensiomètres qu'on a l'habitude de planter à 30 ou 40 cm de profondeur pour le melon, on doit les mettre plus profondément, sinon leur indication ne donne plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à
30 ou 40 cm, le sol est sec. Sec à un niveau que théoriquement la plante doit faner tous les jours l'après-midi. Et ce n'est pas le cas. Et donc on a sorti les tractopelles pour aller voir qu'est-ce qui se passait chez des producteurs qui m'ont dit tes tensiomètres ne marchent plus. Et donc j'ai dit si tes plantes sont belles, c'est le principal, allons voir ce qui se passe en profondeur. Et en fait, les plantes accèdent à de l'humidité plus en profondeur. Et donc la réponse est oui, de manière catégorique. Les techniques de régénération des sols permettent de rendre les systèmes plus résilients concernant l'irrigation. Il faut arriver à greffer le mouvement dans le varenne de l'eau. Oui. Pour compléter, en culture pérenne, nous, ce qu'on observe sur les pommiers, sur des parcelles qui étaient dégradées il y a une quinzaine d'années, sur lesquelles les systèmes racinaires restaient très superficiels, avec la mise en place de ces pratiques de régénération des sols, on a des pommiers qui s'enracinent maintenant beaucoup plus profondément. Et donc, on n'a pas fait de comptage sur les économies d'eau ou ce genre de choses, mais par contre, les pommiers sont forcément dans des situations beaucoup plus favorables. On limite le stress hydrique parce que le pommier va explorer une plus grande profondeur de sol. Donc, il a sous les pieds une plus grande réserve hydrique. Christelle Bertin, Oui, fidèle au bon. poste. Oui, j'avais une question sur le temps. En fait, j'avais rencontré il y a quelques années deux producteurs, un en grande culture et un maraîcher, jeunes producteurs, et les deux m'ont dit en fait le plus grand bénéfice pour moi depuis que je fais ce qui s'appelait à l'époque l'agriculture de conservation des sols, c'était de ne plus labourer, et d'être moins présent à la longue. Et d'avoir des vacances avec mes enfants et des week-ends avec ma femme, etc. Est-ce que c'est plus ou moins chronophage de pratiquer l'agriculture de régénération ou est-ce que finalement ça ne change pas tant que ça pour un producteur? Johan, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sur le sujet, je sais pas. Oui, dans la pratique, il y a des choses qu'on ne fait pas et d'autres qu'on fait. Donc après, c'est un équilibre qui est différent, une organisation qui est différente. C'est à ce niveau-là que ça se joue, quoi. Après, moi j'allais dire des pratiques qu'on peut faire qu'on ne va pas faire et des choses qu'on va se mettre à faire. Voilà. Il faut trouver l'organisation. Quand il faut faire les semis à l'automne, il faut prendre le créneau de ça, alors qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc c'est une nouvelle organisation. Par exemple, c'est ça, alors qu'on est en pleine cueillette de pommes, alors que c'est le bon timing pour faire les semis. C'est des choses, c'est une autre approche, c'est une autre organisation. Après, je voulais juste faire un petit commentaire. D'un point de vue producteur, tout ça, on change des pratiques. Voilà. Alors, ce qu'a dit Xavier est important, c'est la motivation et pourquoi on le fait, vers quoi, pourquoi. Faut être convaincu, c'est le point de départ, sinon on n'avance pas, quoi. Tous les jours, l'objectif, qu'est-ce qu'on a derrière et pourquoi on y va, quoi. Et après, il y a la transition. C'est-à-dire que, en tant que producteur, ok, bon, ça me parle, j'entends, je comprends. Effectivement, à Point Évasion, j'ai des collègues qui ont un peu plus d'avance et je vois le résultat et je me dis, bon, ça me parle, comment je fais pour y aller ? Le chemin pour y arriver, le temps, la transition, donc les changements de pratique. Faut être accompagné, quoi. La prise de risque, jusqu'où je peux aller, accepter que dans la transition, ça c'est normal, ça fait partie des épreuves, des étapes de la transition. Parce qu'on est habitué, on est formaté, pas formaté, mais c'est ça, quoi. C'est ce côté-là qui fait que faut accepter que ça, que ça prenne du temps. C'est ça, voilà. L'inertie, tout ça. Voilà. Merci. Xavier ? Oui, je voudrais répondre à la question qui vient d'être posée dans le public. C'est au niveau des temps de travaux. Moi, je dirais qu'ils ne sont pas augmentés concernant le légume. Ce qui est très appréciable, c'est qu'en allant vers la conservation des sols, on a des sols qui sont beaucoup plus portants. Et donc un sol qui est plus portant dans des cultures annuelles qu'on doit mettre en place en fin d'hiver ou au printemps ou n'importe quand dans l'année, grâce aux couverts végétaux et à la réduction forte ou à l'abandon du travail de sol, on peut rentrer dans les terres au tracteur beaucoup plus facilement.
Et je remarque ces jours-ci où il a beaucoup plu dans la région que les gens qui ont fait un engrais vert qui détruisent avec un coup de broyeur et juste un scalpage, hein, c'est-à-dire un travail de sol à quelques centimètres seulement de profondeur, ils peuvent mettre en place leur culture dans d'excellentes conditions, alors que celui qui a labouré ou qui a sous-solé ne peut même pas rentrer dans ces terres. Et donc on a ici une plus-value, une motivation supplémentaire dans ce cas de figure pour s'intéresser à ce genre de technique. Ça règle une problématique. Eh ben, merci en tout cas à tout le monde d'avoir été présent. Je remercie infiniment les interlocuteurs autour de cette table. Et puis je vous invite d'ailleurs à venir échanger avec eux. Et la prochaine conférence est à 14h. Alors on va rester dans les démarches de filière, puisqu'Olivier Dauvers, le grand témoin, va nous parler des démarches de filière dans les enseignes. Voilà, c'est à 14h. Et ensuite il y aura les prévisions de récolte. Merci à tous.